Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre série de l'été. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Aujourd'hui, on va se tourner sur la phase la plus connue de Warhammer The Old World, la phase la plus dense, celle qu'il va falloir que je vous détaille en détail, c'est la phase de corps à corps. La phase de corps à corps, quatrième phase d'un tour de joueur, quatrième et dernière phase d'un tour de joueur, se comporte elle aussi de 4 sous-phases, comme toutes les autres qu'on a vues avant. Cette quatrième phase de jeu commence par choisir et combattre. On désigne une unité au corps à corps, on choisit ses armes, on regarde qui frappe, on fait tous nos jets et on regarde ce qui se passe. Dans la deuxième sous-phase, on fait le calcul du résultat de combat. C'est là où on voit qui a gagné dans le corps à corps. On enchaîne ensuite avec le test de morale pour le perdant, et on finit avec les suites et poursuites des vainqueurs. Dit comme ça, on dirait que la phase est assez simple, et en fait, elle l'est, il suffit juste simplement de se répéter ce processus à chaque unité qui est en corps à corps, comme on l'a vu avec la phase de tir juste avant, où chaque unité qui pouvait tirer faisait ses tirs, et on passait à la suivante, etc. etc. Là, c'est la même chose, on désigne un corps à corps, on le fait intégralement, et ensuite on passe à un autre, et vous allez voir que ça a son importance. Donc, dans la sous-phase de choisir et combattre, c'est la sous-phase la plus grande du jeu. Elle est très conséquente car il y a 4 choses à faire pour chacun des corps à corps. Premièrement, pour choisir votre corps à corps, sélectionnez l'unité engagée au corps à corps et lancez-vous là-dessus. Le combat au corps à corps dans le socle régimentaire, donc dans le wargame régimentaire comme Warhammer Old World ou Warhammer Battle à l'époque, est un petit peu dur à se projeter. Pourquoi ? Parce que nos unités sont parfaitement alignées face à l'une l'autre, les figurines sont bien en rang, etc. On a du mal à s'imaginer une mêlée sanglante comme on pourrait avoir contrairement au socle rond avec Warcry, AOS ou 40K qui font vraiment des grosses masses de figurines. Mais tout simplement, les règles représentent ceci pour éviter de bouger à chaque fois toutes les figurines, vu qu'on peut se trouver avec des régiments de 40 figurines. Autrement dit, dès que vos unités sont bien engagées au corps à corps, socle à socle entre guillemets, dès qu'il y a un morceau de socle à socle, vous pouvez déclencher un combat. Quand on choisit un combat, on regarde qui peut combattre. Autrement dit, on regarde le rang combattant de son régiment. Le rang combattant d'une unité, c'est quoi ? C'est plutôt simple, c'est toute la ligne où au moins une des figurines est en contact socle à socle avec l'adversaire. Voilà, toute la ligne ou toute la colonne si vous êtes pris par le flanc. Mais il y a une petite précision, surtout avec la mise à jour de la 1.5 qu'il faut bien prendre en compte, c'est que pour pouvoir être combattante dans ce rang combattant, il faut que vous soyez au contact socle à socle ou que vous soyez dans le rang combattant à portée de mouvement. C'est-à-dire que si votre régiment est trop large et que vous n'avez pas assez de portée de mouvement pour atteindre quelqu'un, eh bien les figurines sur les côtés dans votre rang combattant ne pourront pas combattre. Vous avez des nains au corps à corps, vous regardez au bord du régiment adverse 3 pas, toutes les figurines dans le rang combattant des nains peuvent frapper. Celles qui sont au-delà ne peuvent pas frapper. Donc si vous faites des lignes trop grandes dans vos régiments, vous vous bloquerez vous-même, surtout que vous offrirez une très large zone de charge à votre adversaire. Le rang combattant, la moindre figurine au contact socle à socle, c'est la ligne à portée de mouvement qui frappera en tant que rang combattant. Dans le rang combattant, les figurines qui sont socle à socle avec l'ennemi pourront frapper de toute leur puissance. Autrement dit, elles sont vraiment au plus fort du combat, elles sont en première ligne au milieu de la mêlée. Si vous avez des unités qui ont plusieurs attaques, ça peut arriver avec les unités d'élite ou alors des unités avec plusieurs armes de base, les unités possédant des caractéristiques d'attaque ou des armes à plusieurs attaques dans le rang combattant en contact socle à socle ont le droit de faire toutes leurs attaques. Vous avez un guerrier du chaos de Khorne à double arme, il est à 3 attaques vu qu'il est frénétique. Lui, s'il est en socle à socle avec un ennemi, il jette 3 dés. Hey, ça fait beaucoup d'attaques. Cependant, s'il n'est pas en contact socle à socle dans votre rang combattant, mais qu'il est bien dans le rang combattant, donc à portée de mouvement, il a le droit de faire une attaque. Une seule, même s'il en a 3 de réserve. Tout simplement parce que, vu qu'il dépasse légèrement et qu'il n'est pas en contact socle à socle, il lui faut un peu de temps pour représenter le fait qu'il contourne l'adversaire et qu'il vient le frapper sur le dos. Attention, il reste bien dans le rang combattant de front. C'est juste une représentation graphique qu'il faut s'imaginer. Donc, contact socle à socle, vous avez toutes vos attaques. Rang combattant, mais pas socle à socle, une seule attaque. Une fois que vous avez compris qui peut frapper dans votre rang combattant, il va falloir sélectionner les armes de vos unités
à ce moment-là, vous désignez un corps à corps, vous regardez qui peut combattre, vous choisissez leurs armes. Avec la nouvelle mise à jour, on peut choisir ses armes à chaque début de corps à corps dernièrement. On peut donc vraiment changer tout le temps. Et c'est très important tactiquement de choisir ses armes, encore plus aujourd'hui. Tout ceci bien sûr si vos figurines ont la capacité d'avoir plusieurs armes différentes, sinon vous prendrez les seules et uniques qu'ils ont pu avoir. On en parlera plus dans la liste d'armées, prochain sujet de vidéo. Selon l'arme que vous choisissez, vous aurez des avantages et des inconvénients. Aucune n'est meilleure que l'autre, car elles ont toutes un rôle spécifique dans le jeu. Tout ceci, bien sûr, est décrit dans le livre de règles pur de toutes les armes. Je ne vais pas toutes vous les décrire ici, surtout qu'il y en a des spécifiques pour certaines armées, mais je vais quand même vous parler de quelques petites règles spéciales, déjà à ce moment-là pour choisir les armes, qui nous vient surtout de la mise à jour. Par exemple, évidemment que je me dois de vous parler de l'arme de base, bouclier pour les infanteries régulières et infanteries lourdes. Infanterie régulière, les impériaux par exemple, les gobelins, infanterie lourde, les nains, les guerriers du chaos, il y en a plein d'autres bien sûr. Vous regardez dans le descriptif, on en parlera aussi de la liste d'armées et dans la dernière vidéo. Prendre une arme de base et un bouclier lorsqu'on est infanterie régulière ou lourde à Warhammer Old World vous donne directement un bonus de +1 d'armure. Donc vous avez une armure lourde et un bouclier, vous êtes à 4+ d'armure de base tout le temps, contre les tirs, la magie, etc. Mais si vous êtes au corps à corps, vous montez à 3+ d'armure. Et oui, parce que vous vous protégez encore mieux, ça s'appelle la règle de parade. Donc c'est très important si par exemple vous avez des unités avec armes de base bouclier qui sont là pour tanker. Elles sont là vraiment pour prendre un choc et serrer les dents. Mais vous avez d'autres armes qui donnent d'autres avantages. La parade ne fonctionne que si vous avez une arme de base et un bouclier. Si vous avez une arme magique et un bouclier, ça ne fonctionne pas, je le précise bien. Mais vous avez des armées et des capacités d'unité qui sont meilleures ou qui ont un autre rôle avec d'autres armes. Par exemple, la lance. La lance d'infanterie, toujours avec de l'infanterie régulière ou lourde, par exemple, je garde cet exemple. Si vous combattez avec des lances, la règle lance vous donne la règle attaque de soutien. L'attaque de soutien, ça vous permet de frapper sur un rang de plus. Et ça fait très très mal, dans la seule condition où si vous n'avez pas chargé. Comme d'ailleurs les lances de cavalerie. Les lances de cavalerie Katai, par exemple, elles frappent en attaque de soutien. Si elles n'ont pas chargé, elles frappent un autre coup. Ça donne encore une fois des rangs combattants qui grandissent, qui amènent des attaques de soutien en plus. Attention, j'ai bien parlé d'attaque de soutien. C'est-à-dire que si vous avez des lanciers qui ont 3 attaques, ceux qui frappent de derrière n'auront qu'une seule attaque, vu qu'ils ne sont pas au contact socle à socle. Vous avez encore plein d'autres armes, les halbardes qui sont plus fortes en charge, comme les fléaux. Vous avez l'arme lourde qui vous fait frapper très souvent en dernier, mais qui frappe tellement fort et fait tellement de pénétration d'armure qu'elle est extrêmement utile pour casser les grosses unités adverses. Bref, toutes les armes ont un avantage et des inconvénients. Enfin, des avantages et des inconvénients. Donc ça, il va falloir calculer, recalculer, rejouer, refaire des listes, pour tout simplement choisir celle qui vous plaît le mieux ou qui s'adapte le mieux à l'adversaire. Donc, on a bien vérifié son rang combattant, on a choisi nos armes. Voyons maintenant dans quel ordre on peut taper. C'est là que l'on va parler de l'initiative dans le jeu. La valeur initiative de chacune de vos figurines est dans son tableau de caractéristiques sous la lettre I. C'est plutôt simple. Dans le corps à corps, on regarde qui a la plus haute initiative, il frappera en premier, et ensuite on va en ordre décroissant jusqu'à les initiatives 1, voire les frappes en dernier. Mais attention, charger à Warhammer Old World vous apporte des bonus, je vous en avais parlé dans la phase de mouvement. Pour chaque pas parcouru que vous faites lors d'une charge, vous gagnez 1 point d'initiative. Donc parce que vous avez de l'élan en fait, parce que vous foncez tête baissée et gagnez un petit peu de vitesse par rapport à l'adversaire, même si vous êtes le plus lent des débiles. Mais si vous chargez de front un adversaire, vous pouvez avoir maximum un bonus de +3. Si vous faites 1 pas, 2 pas, 3 pas, vous gagnez jusqu'à 3 pas. Si vous faites 4, 5, 6 pas, voire 10 pas de charge, vous marquez maximum 3 pas de bonus sur l'initiative. Pas plus. Par contre, si vous chargez l'adversaire du flanc ou du dos, vous pouvez arriver jusqu'à un bonus de +4. Mais n'oubliez pas qu'il faut parcourir 1 pas pour gagner un bonus de 1. Donc il faut charger d'au moins 4 pas pour avoir un bonus de 4 à l'initiative. Seulement de flanc et de dos. Donc ça, ce sont les bonus d'initiative qui s'appliquent par rapport justement à vos charges. Il y a des règles spéciales, bien sûr, qui supplantent tout ceci. Vous avez les fameuses frappes en premier et frappes en dernier. 2 règles plutôt connues. Les armes lourdes vous font frapper en dernier, c'est-à-dire à initiative 1. Mais si vous chargez, vous pouvez avoir des bonus d'initiative avec vos armes lourdes. Donc monter à 4, voire à 5,
voire à 6 si vous êtes des elfes, mais tout ça est relatif, c'est spécifique à des armées, selon votre axe de charge et votre distance de charge. Par contre, la règle frappe en premier est à l'initiative 10. Elle est vraiment au-dessus de toutes les autres et elle ne peut pas obtenir de bonus. C'est important de le préciser. Attention cependant, il y a des principes de charge désordonnés dans le jeu. Je vous en ai parlé dans la phase de mouvement. Si par exemple, il y a des runes naines qui sont présentes dans certains corps à corps, surtout si vous avez chargé, si vous chargez un objectif défendu, par exemple un obstacle, ou si par exemple vous avez des bannières qui vous gênent, ou un sortilège qui vous gêne, ou une formation adverse qui vous gêne, il est potentiel que vous fassiez une charge désordonnée. Si vous faites une charge désordonnée, vous n'avez aucun bonus d'initiative dans la charge, parce que vous perdez du temps en fait à passer cet obstacle. Donc attention, certaines armées jouent énormément sur le fait de se faire charger, mais de vous désordonner dans la charge, et donc de vous faire perdre votre initiative. Bonjour les nains. Vous allez me dire qu'est-ce qui est important donc dans l'initiative, mis à part de frapper d'abord. Eh bien c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand on est toujours dans la sous-phase de choisir et combattre, quand on va faire cet ordre d'initiative, les premiers vont taper, et s'ils vous tuent des unités, vous ne pourrez plus riposter. À Warhammer Old World, chaque kill qu'on vous fait pendant l'initiative, pendant la décroissance de l'initiative, compte. Si vous avez des mecs à initiative 3, que l'adversaire a des unités à initiative 4, tous ceux qu'il vous tuera ne pourront pas riposter. Et donc, vous risquez d'avoir des pertes et de même plus pouvoir vous battre. Donc l'initiative est extrêmement importante. Et l'initiative découle des charges, et les charges découlent du mouvement. Pourquoi la phase de mouvement était plus importante? Vous l'avez compris. Si jamais il y a deux valeurs d'initiative dans un corps à corps qui sont égales, avec les modificateurs, vous frappez en même temps. Donc là, vous risquez pas vraiment de perdre votre attaque si votre mec meurt, parce qu'il frappera quand même en même temps. Ça, c'est la petite... Ça peut arriver, hein, ça arrive assez souvent qu'on ait des initiatives égales. Et là aussi, je me dois de préciser quelque chose par rapport à la mise à jour. C'est très important parce que vous allez me dire, ah ouais, donc ça veut dire je frappe avec mon rang combattant, mais en fait c'est l'ennemi qui me charge, il a tellement de vitesse et tellement d'initiative, et en plus c'est un cavalier, il a des grosses lances, il me fait super mal, il va me défoncer mes 7 mecs ou mes 8 mecs ou mes 9 mecs à l'avant, j'aurai plus de riposte. Mais la mise à jour a fait du bien. Si vous êtes infanterie régulière ou infanterie lourde, votre rang combattant, si vous ne chargez pas ou ne comptez pas comme ayant chargé, donc si vous recevez les assauts, votre rang combattant est sur 2 lignes. Si vous avez des lances, sur 3 lignes, parce que vous recevez les charges. Et on a bien vérifié ça avec la communauté. Votre rang combattant, si vous n'avez pas de lance, de 2 lignes. Votre rang combattant de 2 lignes, imaginez vous avez 9 mecs de long. Vous avez donc 18 gars qui peuvent taper, toujours avec certains en attaque qui ne peuvent faire certes qu'un seul dégât sur 5 cavaliers, mais quand même, 18 mecs qui peuvent frapper, l'adversaire n'aura jamais assez d'attaque pour vous tuer les 18. C'est-à-dire qu'il y aura quand même de la petite riposte qui va frapper. Il va vous faire mal, attention l'adversaire, mais il va quand même se défendre, votre régiment. Encore plus s'il est lancier. Donc tout simplement, il y a des petites choses très très sympas. Une précision très très importante aussi pour les règles, là c'est plus du tricky, hein, c'est plus pour ceux qui veulent faire, voilà, qui veulent faire très très mal, mais je l'ai dit quand même pour s'adresser à tous les joueurs. Dans la règle du jeu, il n'y a rien qui précise que vous devez enlever ceux qui sont au socle à socle d'abord. Autrement dit, si vous avez un rang combattant de 2 lignes, et que vous avez, par exemple sur les 18 gars morts, vous avez 9 pertes, eh ben vous pouvez enlever les 9 de l'arrière, et conserver le plus longtemps possible ceux qui sont au contact socle à socle. Rappelez-vous, il faut avoir le maximum d'attaque vu qu'ils sont socle à socle. Bref, ça c'est des petites choses, mais c'est important de le préciser quand même. Après, si vous êtes engagé avec plusieurs unités, de front, de flanc, ou encore pire si vous êtes totalement encerclé, il va falloir dispatcher vos attaques selon qui peut combattre, dans quelle initiative et contre qui. Vous regardez tout ce que je viens de vous dire juste avant, et en fait vous comprendrez très rapidement, ben là ils sont en contact socle à socle avec ceux-là, je peux envoyer que sur ceux-ci, lui il est trop loin de tout le monde, il peut frapper personne, lui il est sur un axe, je suis obligé de frapper sur l'axe parce que je suis pris au corps à corps, etc. etc. Ça c'est tout simplement de la compréhension de jeu, vous pouvez y arriver tout seul, et rien qu'en voyant le schéma on comprend très vite qui peut frapper. Je précise bien que l'attaque de soutien, qui est amenée justement par les fameuses lances ou quoi que ce soit, ne fonctionne pas dans les attaques de flanc ou de dos. Sauf mention contraire d'armes spéciales.
les gardes noirs, la garde éternelle, les gardes phénix, oui, enfin quasiment tous les elfes d'élite qui ont des lances ou des espèces d'albardes peuvent vous frapper en soutien même sur les côtés. Mais ça c'est un détail, voilà, parce qu'ils en avaient bien besoin les elfes, et puis c'est les elfes, on leur pardonne. Donc tout ce qu'on vient de dire, choisir votre régiment, regarder son rang combattant, prendre les armes, choisir l'initiative, enfin vérifier l'initiative, tout ce qu'on vient de dire, c'est que le tout début de choisir et combattre. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot combattre dedans. On va faire maintenant nos jets. Une fois que vous avez décidé tout ça, vérifiez bien les attaques dans la feuille de caractéristiques attaque de votre figurine, vérifiez les armes qu'il porte si ça lui donne des bonus, d'attaque ou non, et vérifiez maintenant sa CC, sa capacité de combat, toujours dans sa feuille de caractéristiques. Et là vous allez voir un chiffre et non pas un score à atteindre. Parce que oui, on n'a pas de valeur fixe de touche au corps à corps dans Warhammer The Old World. Un gobelin a une CC de 2, et plus il va taper contre des CC plus fortes, parce que oui, on compare les CC, et bien plus il va en chier. Hein, oui, il va pas tout le temps toucher sur 4+. Oui, il a déjà du mal à comprendre que le bout pointu, ça va vers l'ennemi et pas vers lui. Donc il faut qu'on comprenne ça, tout simplement. Donc vous l'avez compris, il y a bien un tableau des touches en comparant votre CC à celle de l'adversaire. Tout simplement, il faudra atteindre le score indiqué dans ce tableau. Là aussi, le tableau est extrêmement simple à retenir, ne vous en faites pas. Autrement dit, ben, chaque attaque que vous pouvez faire, vous faites le jet en groupé, hein, jetez-les pas un par un, pour vraiment réussir votre touche. Pour ce qui est de la touche, au corps à corps, vous avez toujours le 1 qui est un échec et le 6 qui est toujours une réussite. Et ça ne bouge pas. C'est précisé dans le livre de règles. Autrement dit, même si vous arrivez à 7 plus de touches, parce qu'il y a des capacités ennemies qui vous permettent de faire -1 à la touche à l'adversaire, le 6 reste toujours une réussite. Ça, c'est précisé. Donc voilà, c'est le troisième tableau que je vous montre entre celui de la CT, celui de la blessure et celui de la touche au corps à corps. Et rassurez-vous vraiment, vous allez très très vite vous en souvenir et vous en rappeler. Je m'en souviens même mieux que mes tables de multiplication que j'ai appris il y a des années. Hein. Donc c'est quelque chose qui vient très très simplement. Même si vous avez du mal à les retenir, affichez-les dans votre studio, dans votre salle de jeu, dans votre association, collez-les à un mur ou quoi que ce soit. Ou tout simplement, gardez-les sur vous et très vite, vous allez les comprendre parce que c'est de la logique. Hein. Tout simplement, si vous êtes égal, c'est du 4+. Si vous êtes supérieur, c'est souvent du 3+. Et si vous êtes inférieur, souvent du 5+, pour toucher. Point barre. Il faut vraiment être très très fort en CC par rapport à l'adversaire, donc plus du double, pour le toucher à 2+. Et très rarement, vous pouvez toucher à 6+. Une fois vos touches réussies, on passe à la blessure. Et là, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu en phase de tir précédente. Vous regardez la force de votre personnage, ainsi que la force de l'arme que vous avez, et vous comparez à l'endurance de l'adversaire. Et là, c'est les mêmes choses. Les forces trop inférieures par rapport aux endurances trop grandes, eh bien, ne peuvent pas blesser. Si jamais vous avez une force énorme et que l'adversaire a une endurance petite ou inférieure, eh ben, vous blesserez jamais mieux que sur 2+, parce que le 1 est toujours un échec. Le 6, toujours une réussite. Une fois vos blessures infligées, pareil, l'adversaire va tester ses sauvegardes en faisant bien attention à la pénétration d'armure et aux armes perforantes que vous disposez dans le corps à corps. Et également pour vous, parce que si l'adversaire riposte, ça sera la même chose. Vous vérifiez bien si l'armure de votre personnage se cumule avec son armure légère, son bouclier, sa parade peut-être. Armure légère, bouclier, c'est-à-dire un orc, un gobelin de base, avec infanterie régulière ou infanterie lourde, il monte à 4+ d'armure au corps à corps, n'oubliez pas, hein, parce qu'il a la règle de parade, etc. etc. Les cavaliers orcs, par exemple, armure légère, bouclier, peau blindée du sanglier, ça leur monte à 4 ou 3+, quelque chose comme ça. Ils peuvent avoir armure lourde, donc 3+. Ça rigole quand même pas, hein, c'est quelque chose de très très vite tanky. On parle même pas des demi-griffons, bien évidemment. Donc, pour baisser l'armure, utilisez les PA, utilisez la perforation. L'adversaire va jouer ses sauvegardes d'armure, il l'a réussi, le PV est tanké, il ne perdra pas le PV. Elle est échouée, il passe à l'invulnérable. S'il n'a plus d'invulnérable, il passe à la régène. S'il n'a pas de régène ou plus de régène, il perd un PV. Ou PV multiple si votre arme inflige dégâts multiples. Ça, c'est le même fonctionnement que pour le tir. Une fois que vous avez infligé des pertes, eh bien, enlevez la perte. Et c'est là que c'est un peu chiant à Warhammer Old World, je vous l'accorde. Je m'explique. Vous l'avez compris que l'ordre d'initiative est très important parce que si vous tuez l'adversaire avant qu'il ne puisse vous frapper, il ne peut pas vous frapper. Autrement dit, le jeu nous expliquerait d'enlever nos pertes à l'avant, parce que c'est là où ils sont morts, dans le rang combattant, et de combler les pertes après. Ça, vous pouvez le faire au début pour essayer de comprendre qui peut rester et frapper.
Surtout si vous avez un peu de mal à vous projeter sur cet effet. Attends, oui, alors lui de devant, il est mort, donc il faut que je l'enlève, donc il ne peut pas taper. Très rapidement, là aussi, ça va vous sauter aux yeux que c'est une perte un peu de temps. Vous pouvez les retirer à l'arrière. Ça peut arriver. Je vous conseille quand même de le faire, les 2 ou 3 premières parties que vous faites. C'est un peu chiant, je sais, on doit retirer un peu le régiment, on enlève les mecs de devant, les lances se gênent, les boucliers stun, c'est emmerdant. Mais ça, vraiment, ça va vous permettre de lire, en fait, le combat un peu mieux. Sinon, une tactique bien plus simple, retirez vos figurines à l'arrière, comme moi je le fais, mais alignez-les, comme c'était un régiment miroir juste derrière, et replacez-les comme s'ils étaient au premier rang. Comme ça, vous voyez, en projection, en face, qui est mort et qui donc ne peut pas taper. C'est un petit conseil que je peux vous donner. À force de jouer, pareil, vous perdrez plus de temps comme ça, vous retirez à l'arrière directement et vous comprendrez très vite qui peut taper, qui ne peut pas taper. Vous avez attaqué l'ennemi à riposter, vous avez fait tous vos jets de touche, tous vos jets de blessure, tous les jets de sauvegarde, vous avez enlevé les morts, ils sont toujours sur la table, c'est important. Vous avez terminé la première sous-phase qui était de choisir et combattre. Bravo. Mais c'est pas fini. On passe maintenant au résultat de combat. Le moment où on voit si on est bon en calcul mental ou pas. C'est dur de compter jusqu'à 20, parfois on a du mal. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment du résultat de combat? Eh bien, on regarde qui a gagné ou perdu le corps à corps qu'on a choisi. Donc rappelez-vous bien, on fait choisir et combattre seulement pour un régiment. Ensuite, on passe au résultat de combat, puis au test de morale, puis aux suites et poursuites. Et après, on répète le processus sur un autre régiment, etc., etc., qui sont éligibles. Donc, la deuxième sous-phase, le calcul du résultat de combat. Là, c'est franchement extrêmement simple si on connaît qu'est-ce qui vaut des points en résultat de combat. Déjà, chaque blessure infligée à l'adversaire qui n'est pas sauvegardée, donc techniquement chaque PV enlevé à l'adversaire, ramène un point. Vous avez tué 5 gars, vous avez marqué 5 points. Ensuite, selon l'unité que vous jouez, vous pouvez avoir des bonus de rang, des rangs complets. Ça, on en parlera plus dans les types de troupes dernière vidéo de la série. Mais un bonus de rang vous amène un point de résultat de combat. Vous avez ensuite les bannières de régiment. Attention, ce n'est pas cumulatif. Si vous en avez 2 dans le combat, vous n'avez qu'un seul point parce que vous avez une bannière. Idem, la grande bannière, si elle est dans un corps à corps, vous amène aussi un point de résultat de combat. Ensuite, si vous attaquez l'ennemi de flanc, vous marquez aussi un point de résultat de combat. Si vous avez attaqué de dos, vous marquez 2 points de résultat de combat. Si vous êtes sur une position dominante, par exemple si l'ennemi vous a attaqué sur une colline, vous-même avez +1 de résultat de combat encore parce que vous défendez un point défensif. Vous avez bien évidemment la provocation de carnage qui compte dans le résultat de combat. Chaque PV enlevé en excès lors d'un défi, eh bien, compte dans le résultat de combat. Ça, on en parlera plus dans les personnages, mais sachez que c'est capé maximum à +5. Donc par exemple, dans un défi, vous avez défoncé un mec à 2 PV en lui retirant 5, en lui infligeant 5 PV d'un coup, eh bien vous marquez 2 points parce que vous lui avez retiré 2 PV, et vous marquez 3 points de plus parce que vous avez fait un carnage. Vous auriez pu monter à 7 avec un mec à 2 PV. Ça fait très très mal dans un défi, mais ça on en parlera plus pour les personnages. Également, si vous êtes infanterie légère ou infanterie lourde, si vous avez plus de PU que l'adversaire, donc si vous êtes plus nombreux que l'adversaire, avec plus de PV que lui, bah vous marquez un point aussi de résultat de combat. C'est la petite nouveauté aussi qu'on a eue et c'est plutôt sympa. Enfin, si vous avez la règle ordre serré et que vous avez plus de 10 de PU dans votre régiment, donc pareil, votre nombre de PV, et bien là vous marquez aussi un point grâce à cette règle d'ordre serré. Enfin, il y a d'autres bonus possibles dans la résultat de combat. Vous avez des bannières magiques qui peuvent vous booster ça, certaines armées qui ont des capacités spéciales, etc. etc. Mais ça vous fait déjà un bon descriptif de ce que vous pouvez gagner grâce à vos bonus fixes. Vous calculez votre total. Je vous conseille de utiliser un dé dans votre gros sac à dés pour représenter un de vos points et de les cumuler, de les entasser à côté de votre régiment si vous avez du mal à vous concentrer sur qu'est-ce qui vaut quoi et pour vous en rappeler. L'adversaire fera pareil, comptabilisera ses résultats de combat et vous les vôtres, et ensuite vous comparez. Celui qui a le plus de points a gagné le combat. Si jamais vous arrivez à une égalité en termes de points, eh bien, rien ne se passera, sauf s'il y a un petit musicien dans l'histoire, mais ça, on en parlera là aussi au moment des personnages. Précision à ce moment-là, bien sûr, de la règle instable, mort-vivant, nuée, éthéré et d'autres encore petites figurines.
Lorsque vous avez votre résultat de combat qui est enfin définitif, si vous avez perdu et que vous avez la règle instable, regardez bien de combien de points vous avez perdu. Pourquoi? Parce que dans votre instabilité, vous allez perdre autant de PV que de points différentiels dans le résultat de combat. Vous avez perdu le combat de 4 points, vous perdez 4 PV supplémentaires. Direct, comme ça, vous fondez en fait, vous n'avez pas le choix. Bon, certes, si vous avez la régène, vous pouvez vous sauver de ça, mais quand même, c'est assez chiant. Troisième sous-phase, les tests de morale. Le test de morale ne s'applique que pour le perdant d'un corps à corps. Et j'ai bien précisé test de morale et pas test de commandement. Un mot-clé qui nous est arrivé maintenant avec Old World. Quand vous devez faire un test de morale à Warhammer Old World, vérifiez bien votre valeur de commandement de base. Si vous avez perdu le combat de 3 points, vous subissez un malus à votre commandement de 3 points. Donc si vous avez commandement 9, vous descendez à 6. Et c'est là que toute la subtilité de Warhammer Old World rentre en compte. Prenez 2d6 et faites un test de morale. Si vous faites un résultat de ces 2 dés égal ou inférieur à votre commandement modifié, vous cédez du terrain. Parce que vous avez perdu le combat. Quoi qu'il arrive, vous allez être poussé un petit peu. Mais vous êtes poussé militairement, fièrement. Lorsqu'on cède du terrain, lorsque par exemple là sur un test à moins 3 de commandement sur un commandement 9, c'est-à-dire j'ai fait 6 ou moins sur mes 2 dés, eh bien vous allez céder du terrain. Et céder du terrain, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous reculez de 2 pas. Voilà. Face à l'adversaire, vous êtes poussé, vous reculez de 2 petits pas. Si le résultat de ces 2 dés du jet de morale se trouve entre votre commandement de base et votre commandement modifié, c'est-à-dire dans ce cas 7, 8 ou 9 sur les 2 dés, parce que j'ai perdu 3 points, et bien là, vous ne cédez pas du terrain, vous vous repliez en bon ordre. Là, le choc a été un peu dur, vos unités vont s'enfuir un petit peu, mais tout de suite se rallier pour prendre une meilleure position. Le repli en bon ordre, vous allez jeter 2 dés sur l'unité qui a perdu, garder seulement le plus haut, vous enfuir avec un mouvement de fuite de cette valeur, et tout de suite vous rallier, automatiquement, sans faire d'autres jets. Et en se ralliant, vous pouvez vous reformer, gagner de la place, reformer correctement vos rangs, etc., etc. Et si malheureusement, sur votre test de morale, vous faites plus que votre commandement modifié, ou non modifié, et si, dans votre test de morale, vous faites plus que votre commandement non modifié, donc dans le cas de l'exemple 10, 11 ou 12, là malheureusement vous vous enfuyez totalement, votre morale est brisée et vous partez en fuite totale. Donc 2 dés et vous partez. Et si l'adversaire vous rattrape, vous êtes mort. Attention cependant, il y a des règles extrêmement importantes qui s'appliquent par rapport à ces 3 destins potentiels de vos unités. L'une des plus importantes, si le régiment face à vous a plus du double de votre puissance d'unité, vous avez plus que 10 mecs d'infanterie et le mec en face en a 20 ou plus, eh bien vous ne pouvez pas vous replier en bon ordre. L'ennemi est trop puissant, il vous écrase par son nombre. Donc si vous faites un score qui vous donnerait normalement le résultat repli en bon ordre, eh ben, vous ne pouvez que vous enfuir. Et ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est pour ça que si vous êtes très nombreux, vous pouvez bousculer même des unités qui ne peuvent pas être bousculées de base. Cependant, il y a quand même aussi une règle qui est là pour un petit peu emmerder celle-ci que je viens de vous dire littéralement. C'est la règle obstinée. La règle obstinée s'utilise une seule fois dans la partie, la première fois qu'on perd un corps à corps. Et là c'est simple, quelle que soit la puissance d'unité de l'adversaire, quel que soit le modificateur que vous avez au commandement, etc., vous ne jetez même pas le dé. Vous ne jetez même pas les 2 dés de test de morale. Non. Vous pouvez dire, j'utilise ma règle obstinée. Et dans ce cas-là, votre unité se replie en bon ordre, quoi qu'il arrive. Même si la puissance de l'unité adverse elle est trop grande. Et ouais, c'est des unités qui sont obstinées. Elles ne lâcheront rien, au moins pendant un tour. Vous avez une autre règle qui s'appelle le mur de bouclier, qui, elle, si vous réussissez avec votre test à faire un repli en bon ordre, donc il faut pouvoir le faire, hein, n'oubliez pas que si la PU est trop grande en face, vous ne pouvez pas le faire, mais si vous arrivez à faire un repli en bon ordre et que vous avez la règle mur de bouclier, eh ben vous transformez ce repli en bon ordre en cédé du terrain.
Et donc, vous ne vous enfuyez plus, vous reculez de 2 pas. Je précise que la règle obstinée et la règle mur de bouclier peuvent se combiner. Si vous avez donc, genre, par exemple, des nains qui sont obstinés et murs de bouclier, bah vous pourrez vous renvoyer tout ce que vous voulez dessus, ils peuvent perdre le combat de 25 points, bah ils disent, ben j'utilise ma règle obstinée, mon bouclier, et comme ça je recule de 2. Précision quand même, il faut qu'ils utilisent leur bouclier, hein. N'importe qui, il faut utiliser son bouclier pour avoir la règle mur bouclier. Sinon, vous ne l'avez pas. Mais voilà, c'est parfois assez frustrant. Mais bon, en même temps, c'est ultra legit. Et surtout, le mur de bouclier ne s'utilise aussi qu'une seule fois dans la partie. Donc c'est quelque chose de très intéressant, bien sûr, et très cinématographique. Une autre règle également s'applique à ce moment-là, dans le moment du test de morale, c'est bien évidemment l'indémoralisable. Alors là, tout est dans le mot, vous êtes indémoralisable, alors mort-vivant, démon, tueur nain, enfant du chaos, enfin bref, tout plein de trucs. Indémoralisable, quelle que soit la valeur où vous vous êtes fait défoncer, que vous ayez perdu le combat, eh ben, le résultat sera toujours le même, vous ne ferez que céder du terrain. Voilà. Donc il faut tous vous tuer pour passer à travers. Heureusement, pas mal de ces unités-là sont instables, c'est-à-dire que plus le résultat de combat est grand, bah, plus elles vont fondre toutes seules. Mais les tueurs nains, c'est pas instable. Donc c'est dur à tous les tuer. Voilà, ils vendent chèrement leur vie, voilà, clairement. Également, il y a la petite règle magnifique qui fait toujours rêver. Si on n'est pas indémoralisable, si on n'est pas obstiné, si on n'est pas mur bouclier, tout ça, on a perdu le combat de 10 points et qu'on n'a qu'un pauvre commandement de 6, ben faut quand même jeter les dés. Il faut toujours jeter les dés. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle de courage insensé qui existe dans Warhammer The Old World, comme à l'époque de Warhammer Battle. Vous jetez les dés, et si vous faites un double 1, alors que le modificateur il est de 20 points, vous avez complètement perdu, si vous faites un double 1, ben vous cédez du terrain. Même si vous vous êtes fait défoncer, même s'il ne reste qu'une figurine, jetez toujours les dés, parce que le double 1 peut toujours être tenté. Une dernière règle qui s'applique au test de morale, c'est la grande bannière. La grande bannière, dans son aura de 12 pas, peut vous permettre de relancer les tests de morale. Et d'autres tests, on en parlera plus dans la phase de, dans la vidéo de personnage, en fait, tout simplement. Quelques dernières petites précisions par rapport au test de morale, au cédé du terrain, au repli en bon ordre, etc., etc. Si jamais vous êtes pris de front et de flanc et que vous cédez du terrain, vous devez partir équitablement. C'est-à-dire que vous allez glisser, en fait, par rapport aux 2 unités. Mais si vous vous repliez en bon ordre, vous devez partir à l'opposé de la PU la plus grande. Dernière chose, si vous vous repliez en bon ordre, donc imaginons, vous avez perdu le combat, vous avez un commandement de 9, vous avez perdu de 3 points, vous êtes donc à 6 ou moins, vous jetez votre test de morale, vous avez fait 7, vous êtes en repli en bon ordre, l'adversaire n'est pas du double de la PU que vous pouvez vous replier en bon ordre. Vous jetez 2 dés, vous faites 2 et 5, vous prenez donc le 5, et de là, face à l'adversaire, vous allez faire un retour, vous allez faire 5 pas, et vous allez vous rallier. Mais c'est bien un mouvement de fuite. Si derrière vous, il y a une unité qui vous prend de dos, vous allez la traverser, parce qu'elle n'a pas assez de PU, vous n'allez pas partir de l'autre côté. Si vous la traversez, si vous passez à travers une unité ennemie en mouvement de fuite, allez voir la vidéo des mouvements, vous faites un test de péril. Et vous vous ralliez tout de suite après. Mais vous aurez peut-être eu des pertes au hasard dedans. C'est très important de s'en rappeler. Pareil, si c'est un infranchissable qui vous bloque le dos alors que vous vous repliez en bon ordre, les figurines en fuite doivent contourner les infranchissables au plus court. Et donc peut-être vous n'allez pas partir très très loin et être encore plus facilement rattrapable. Mais vous êtes bien rallié à la fin, vous inquiétez pas. Dernière sous-phase des corps à corps, les suites et poursuites. Dans cette 4e sous-phase, on va très vite par rapport au test de morale. Avant que l'adversaire ne fasse le moindre jet de fuite ou de repli en bon ordre, vous devez annoncer qu'est-ce que vous faites. Et une fois que vous avez annoncé qu'est-ce que vous faites dans votre suite et poursuite, l'adversaire jette ses dés. Et ensuite, vous faites les vôtres de jet. Une fois que l'adversaire a rompu le combat, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Si l'adversaire a fui ou s'est replié en bon ordre, vous pouvez décider de le poursuivre. C'est plutôt simple comme terme de règle. Vous allez jeter 2 dés et vous allez vous réimpacter sur l'adversaire. S'il s'est replié en bon ordre, n'oubliez pas qu'il s'est rallié. Il vous fait donc à nouveau très certainement face. Mais si vous l'impactez, eh bien vous comptez comme ayant chargé. Vous récupérez l'initiative, vous récupérez des bonus de charge comme les lances, etc., etc.
Mais si l'ennemi est en fuite totale, autrement dit, rappelez-vous, il a dépassé son commandement de base et vous l'avez mis en fuite, il a aussi jeté 2 dés et il vous tourne le dos. Donc s'il fait 4 de fuite et que vous faites 8, vous l'avez rattrapé. À ce moment-là, vous vous arrêtez à l'endroit où il était posé, vous le mangez complètement, il est totalement détruit, et si vous réussissez un test de commandement, vous pouvez vous reformer, sinon vous restez en ligne droite. C'est ça la poursuite après une fuite. Et ça peut faire très très mal. Attention, je précise, si vous avez 2 unités que vous avez mis en fuite complètement, les 2 ont loupé leur test de commandement et sont partis, et que vous avez une distance qui pourrait rattraper les 2, non, vous vous arrêtez bien à la première et vous ne pouvez plus continuer. C'est pas aussi carnassier que ça, il faut bien quand même prendre le temps de massacrer les fuyards. Mais si l'adversaire a cédé du terrain, donc rappelez-vous, là il ne s'est jamais enfui, il a juste reculé de 2 pas sous votre impact. Et bien là, vous ne pouvez pas le poursuivre, vous ne pouvez que le suivre. Et si vous le suivez, aucun jet de dés à faire, comme lui n'en a pas fait, vous revenez, vous avancez les 2 pas, et vous revenez au combat. Mais cependant, ce coup-là, vous n'avez plus de charge. Pas de bonus de charge, pas de bonus d'initiative, vos lances de cavalerie ne servent plus à rien, etc. etc. L'ennemi a tenu, il va falloir assumer maintenant. Mais si tout ça, le repli en bon ordre, la fuite ou le céder du terrain, fait partie du plan de l'adversaire, vous voyez qu'en fait il a parfaitement reculé pour vous attirer dans un piège où il va vous prendre de flanc, vous pouvez, dernier choix, vous restreindre, vous retenir, ne pas continuer le combat. Si vous faites ça, si vous voulez faire ça, il faut faire un test de commandement. Si vous réussissez votre test de commandement, donc votre valeur de commandement 2D, vous devez faire égal ou moins, si vous réussissez, vous pouvez retenir vos unités de continuer et vous pouvez vous reformer facilement en restant bien sûr centre à centre, votre centre ne va pas bouger, et vous regardez les ennemis qui vous inquiètent le plus. Peut-être même, vous voulez vous restreindre parce que le tour d'après c'est votre tour, et vous allez pouvoir recharger comme ça, et donc conserver vos bonus de charge. Si l'ennemi a replié en bon ordre, c'est pas grave, vous comptez comme ayant chargé, mais s'il a fait seulement céder du terrain, comme genre les morts vivants, c'est bien de se restreindre, pour éviter justement que on perde les bonus de charge, et les bonus d'initiative. Bref, tout ça, c'est de la stratégie extrêmement poussée, mais je ne peux que vous inviter à jouer pour la comprendre pleinement. Si jamais par contre vous loupez votre test de commandement pour vous restreindre, vous devrez poursuivre ou suivre. Vous n'aurez pas le choix. Donc parfois l'appel du sang appelle le sang, tout simplement. Mais imaginons que dans votre carnage intensif de la guerre, vous avez anéanti votre adversaire au corps à corps. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps de jeter ses tests de morale. Il est vraiment mort. Donc la phase de morale de ce corps à corps pour le perdant est ignorée, vu qu'il n'y a pas de test de morale à faire pour les morts. Et bien pour vous, là aussi vous pouvez choisir. Si vous avez anéanti votre adversaire au corps à corps et que vous êtes dans la sous-phase de suite et poursuite, eh bien vous pouvez faire un test de commandement pour pareil, vous restreindre et vous reformer. Mais si vous l'échouez ce test de commandement, vous faites une percée. Vous pouvez aussi choisir de ne pas vous restreindre et de faire votre percée. La percée, qu'est-ce que c'est ? Que vous ayez chargé ou pas, je précise bien, il n'est pas obligé d'avoir une charge pour avoir une percée. Si vous avez anéanti votre adversaire et que vous voulez partir en ligne droite depuis la formation où vous êtes, eh bien, vous faites une percée. Vous jetez 2 dés, 3 dés si vous êtes rapide, comme les mouvements de fuite, et vous partez tout droit. Et si jamais vous impactez un ennemi sur votre chemin, eh bien, vous comptez comme ayant chargé à nouveau. Et l'adversaire ne peut avoir aucune réaction par rapport à ça. Ça fait mal. Et c'est là que tout le processus de faire tout un combat, voir qui s'enfuit de ce combat, voir si je poursuis ou pas, est important parce qu'on fait ça combat après combat. Si jamais par une percée, vous réussissez à impacter à nouveau un ennemi, ou si dans le repli en bon ordre d'un adversaire, vous venez le réimpacter, ou s'il a cédé du terrain et vous venez le suivre, tout ça techniquement devrait se passer, le nouveau corps à corps qui va se passer, à l'activation prochaine. Donc autrement dit, au tour prochain. Si c'est vous qui avez initié le combat et que vous avez fait céder du terrain, repli en bon ordre ou fait une percée et impacter quelqu'un d'autre, c'est le tour de l'adversaire. Au tour de l'adversaire où vous pourrez continuer ce combat. Mais si vous avez correctement placé vos unités en phase de mouvement, comptabilisé correctement vos charges et organisé votre ordre de combat, il est possible que une de vos percées vous amène dans un corps à corps où il y a un autre de vos régiments qui attend son tour. Si vous réussissez à faire ça, lorsque vous allez activer le corps à corps de votre unité qui n'a pas encore combattu et qui vient d'avoir d'un coup des renforts d'une de vos unités
qui est en percée, eh bien l'unité qui est en percée et votre régiment frappent. Donc quelqu'un peut jouer 2 fois. Attention précision, la percée n'est faisable qu'une fois par phase. Donc tu ne peux pas faire comme ça et traverser toute une ligne et faire 5 combats avec la même unité plus 5 combats d'autres. Voilà, on se calme, il n'y a qu'une percée possible par tour. Sinon ça serait vraiment pété. Évidemment, il y a beaucoup de règles spéciales qui s'appliquent au moment du corps à corps, vous vous en doutez. Pour vous les survoler très rapidement, la frénésie vous donne plus une attaque lorsque vous avez chargé, c'est important de le préciser maintenant. Vous pouvez la perdre si vous perdez un combat, ça dépend de quelle frénésie on parle, ça dépend des règles spéciales de certaines armées. Également, la frénésie vous empêche de vous retenir, elle veut du sang la frénésie, donc vous ne pouvez jamais rester sur place, vous devez tout le temps suivre ou poursuivre l'adversaire. Vous avez la peur, une règle spéciale qui peut empêcher quelqu'un de vous charger. Vous avez une énorme PU, si elle est supérieure à celui qui veut vous charger, ben, il doit faire un test de commandement. S'il échoue, il ne peut pas venir vous charger. Mais surtout, la peur au corps à corps, si vous avez plus de PU que l'adversaire, il doit faire un test de commandement. S'il échoue, il a -1 pour vous toucher. C'est très fort, très fort la peur. Vous avez la terreur, alors là, horrible la terreur quand vous perdez un combat parce que votre commandement de base subit un malus de -1 direct. Donc commandement 9, il descendrait à commandement 8. Donc -3, ça fait descendre à 6, non à 5. Ça fait beaucoup, voilà, c'est chaud. Bref, la terreur horrible à affronter quand vous perdez un combat. Vous avez les coups de fendoir et les coups fatals. Alors le coup de fendoir, si vous avez une arme comme ça, qui fait un 6 pour blesser une infanterie régulière, une infanterie lourde, une cavalerie légère, une cavalerie lourde, directement vous lui enlevez un PV sans armure. Mais si vous êtes un coup fatal, différent du coup de fendoir, et que vous frappez une figurine de catégorie infanterie ou de catégorie cavalerie, quelle qu'elle soit, on en parlera là encore une fois dans les types de troupes, eh bien si vous faites un 6 à la blesse, vous lui retirez un PV sans aucune arme. Non, vous la one-shotez, pardon, excusez-moi, vous la one-shotez sans armure, sans régène. Si elle a 3 PV, vous la one-shot avec un seul 6. C'est très fort le coup fatal, bonjour les ogres, ou n'importe quelle infanterie monstrueuse. C'est terrifiant, hein. Les dragons rocs se font décalquer d'un coup, les juggernauts explosent, et votre seigneur du chaos sur monture démoniaque peut très vite mourir avec un coup fatal. C'est terrifiant. Vous avez les attaques supplémentaires ou les attaques aléatoires. C'est tout simple, ça booste en fait le chiffre attaque de votre unité, mais si c'est des attaques aléatoires, il faut bien jeter le dé pour tout le régiment. Vous avez des attaques aléatoires D3, et bien tout le régiment, vous faites un D3, c'est le bonus pour tout le monde. N'oubliez pas que les attaques supplémentaires ou attaques aléatoires, elles ne fonctionneront véritablement que si vous êtes au corps à corps. Si jamais vous avez attaque D3, donc attaque aléatoire D3, et que vous n'êtes pas au contact socle à socle, pas besoin de jeter le dé, vous ne pourrez faire qu'une seule attaque sur le rang combattant. Enfin, par rapport aux charges, mais surtout par rapport au repli en bon ordre de l'adversaire, vous avez la charge dévastatrice, la charge furieuse, et vous avez les touches d'impact. Les touches d'impact d'un corps à corps, surtout d'un char ou de certains monstres, se passent au tout début de la phase choisir et combattre. C'est-à-dire qu'elles se passent avant même les défis, avant même de faire des jets de touches. Les touches d'impact, elles ont initiative 10, frappe en première. C'est tout. Et elles sont même avant de choisir vos armes. Elles vous tombent directement sur la tronche. Par contre, pour avoir des touches d'impact, il faut que dans votre charge, ou dans votre poursuite si l'ennemi s'est replié en bon ordre, faire 3 pas ou plus. Si l'ennemi s'est replié en bon ordre de 2, vous poursuivez, mais vous faites que 2 pas, vous n'avez pas de touche d'impact. Et c'est exactement pareil pour la charge dévastatrice ou la charge furieuse. La charge dévastatrice, charge furieuse, vous donne plus une attaque lorsque vous chargez. Mais pareil, il faut faire 3 pas ou plus. Si l'adversaire s'est replié en bon ordre de 2 pas, et bien votre charge furieuse n'est plus effective. Bref, plein de petites règles spéciales, j'en ai certainement oublié. J'espère encore une fois vous avoir détaillé ça et que vous comprenez leur impact par rapport à quelqu'un qui sait du terrain, que vous suivez donc il n'y a plus aucune charge, que quelqu'un qui s'est replié en bon ordre, qui s'est rallié, et selon sa distance vous donne des bonus ou vous enlève certaines règles. Donc voilà, c'est la fin de la 4e phase de jeu de la 5e vidéo. On a terminé les 4 phases de jeu, donc techniquement, une fois que vous avez compris ces 4 vidéos, vous pouvez jouer, techniquement de base. Alors attention, on a plein d'autres vidéos qui vont vous apprendre à faire des listes d'armées, à parler justement de vos personnages, du musicien, de l'étendard, de la grande bannière, du chef de régiment, des objets qu'on peut payer aussi à eux, etc. On n'a pas encore vraiment détaillé la magie, parce que bien sûr, dans la phase de corps à corps, quand vous activez votre personnage, vous avez l'assaut qui est utilisable, les sorts d'assaut, etc., etc.
J'espère vraiment que ça vous plaît, cette série de vidéos. Il y aura peut-être quelques jours de laps de temps entre les sorties de ces vidéos, parce que là, je viens de faire un rush de 2 jours entiers de 5 vidéos de tournage. Je suis sur les rotules, et j'ai tellement de boulot à côté que là, je vais avoir un petit décalage. Mais je vous promets de finir cette série de vidéos au plus tôt possible, pour qu'en 15 jours, voire 20 jours, vous ayez toutes les règles affichées en 9 vidéos. Bref, n'oubliez pas de me soutenir si vous pouvez. Merci beaucoup, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo. Vous avez les partenaires, toujours, n'hésitez pas à les voir, les codes promo sont en bas. Vous avez le Tipeee, si vous voulez nous soutenir et permettre à cette chaîne de faire qu'elle vive, tout simplement. Merci à vous, on se retrouve bientôt pour la suite de cette série de l'été, avec les listes d'armées et comment créer son armée d'amour, de l'or et aussi de méta. Allez, merci à tous, portez-vous bien. Ciao.